Alors, encore une fois, chaque fois qu'on a l'occasion de vous avoir sur ce plateau, on aimerait savoir quelle est la situation sur le terrain, dans la rue à Niamey, à l'heure où l'on se parle. Bien, à l'heure où on se parle à Niamey, la situation est plutôt calme. Les populations vaquent à leur occupation. En attendant un peu plus tard dans la soirée, comme à leur habitude, les citoyens, les jeunes notamment, et même un peu plus âgés, regroupés au sein de la brigade de veille citoyenne, vont se retrouver sur les différents carrefours de la capitale où ils fouillent, ils contrôlent et fouillent les véhicules éventuellement pour voir s'il n'y a pas d'infiltration, s'il n'y a pas d'autres, des gens qui portent des armes ou quelque chose comme ça. Ça, c'est depuis la menace de la CEDEAO que ces gens-là occupent les rues à Niamey notamment. Mais pour l'instant, en tout cas, la situation est calme. Les gens vaquent à leur occupation. Oui. Chacun veut aller rapidement chez soi pour regarder la télé parce que c'est à 20h30 le journal de la télévision nationale. C'est en ce moment qu'on entend, qu'on voit défiler les différents communiqués du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Alors justement, un point, Abdul Karim, sur lequel nous n'avons pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, depuis le 26 juillet, date mémorable de ce coup d'État. Aucune victime, pas même des petites escarmouches, n'ont été signalées ni à Niamey ni ailleurs au Niger. Comment expliquer ce climat pacifique au demeurant au Niger malgré tout ce qui se passe? Oui, en fait, c'est ce qui fait dire aux gens, d'abord à la date du 26 juillet, lorsque les militaires ont pris le pouvoir, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. C'est que c'était un coup d'État qui est survenu à la douce, en tout cas, le palais présidentiel, la résidence étant contiguë au palais présidentiel, ou surtout la garde présidentielle. Donc, ils ont pu prendre le pouvoir sans vraiment trop de bruit. Maintenant, dans les rues de Niamey, même si on dit qu'il n'y a pas eu de blessés, ce n'est pas évident, ce n'est pas vrai parce que lors de la manifestation de soutien au CNSP, des gens ont voulu s'en prendre à l'ambassade de la France. D'ailleurs, ils ont cassé les vitres, ils ont mis le feu. En ce moment, on a eu 6 blessés. Et c'est là où il y a véritablement aujourd'hui beaucoup de spéculations. La police française ou les militaires français qui sont à l'ambassade disent n'avoir pas utilisé d'armes létales, alors qu'il a ici, en tout cas, et les citoyens disent qu'ils ont bel et bien utilisé des balles réelles et ont blessé 6 personnes qui ont été admises à l'hôpital général de référence. Et d'ailleurs, les militaires, en tout cas les responsables de l'agence, sont allés leur rendre visite. Et moi-même, j'ai pu voir un citoyen avec une béquille dans un quartier périphérique de la capitale, non loin de l'ambassade de France, qui m'a fait savoir qu'il a reçu une balle. En tout cas, voilà un peu pour les blessés. En tout cas, maintenant, pendant les différentes manifestations dans les rues, notamment les citoyens qui supportent les militaires au pouvoir s'en sont pris à une dame qui a été imprudente parce qu'elle était dans un taxi, c'était une cliente d'un taximan. Alors, comme à leur habitude, quand ils contrôlent, quand ils arrêtent les véhicules, les supporters des militaires, ils disent aux gens de dire, je vais dire ça en Hausa, autrement, c'est Tchani. Autrement dit, ça veut dire il faut Tchani, c'est Tchani ou rien. Et donc, Tchani, chef des militaires, auteur du coup d'État. C'est l'auteur du coup d'État, c'est le président du CNSP. Oui, président du CNSP. Devant une foule déchaînée, la dame, elle a dit c'est Bazoum. Mal lui en a pris, elle a été molestée, tabassée, en même temps que le taximan. Il lui fallut l'intervention des forces de l'ordre, notamment pour les dégager. Mais le taximan, lui, il a complètement perdu son véhicule qui a été les capots arrachés, les vitres, les portes arrachées, les vitres brisées, les sièges arrachés. Eh bien, il a vraiment perdu son véhicule. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens craignent des affrontements entre les supporters de la junte, notamment, et les supporters de Bazoum, parce que très malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est des appels à la violence, à la haine qu'on observe. Très bien, merci pour ce témoignage, Abdul Karim Mahamadouk. Je rappelle que vous êtes sur place à Niamey, hein, donc vous assistez tous les jours à ce qui se passe sur le terrain.
Mahaman Cissé est de retour avec nous. Nous l'avons joint par téléphone pour pallier aux difficultés de la liaison Internet qui est un peu difficile avec Bamako. Alors, Mahaman Cissé, j'ai envie un peu de vous poser la même question, mais du point de vue malien, comment à Bamako vit-on ce coup d'État et comment accueille-t-on les informations qui proviennent jour après jour sur la situation à la fois politique au pays, mais également sur la crise des institutions et les développements auxquels on assiste tous les jours concernant ce dossier du coup d'État au Niger? Alors, à Bamako, c'est acquis différemment selon là où on se présente. Par exemple, le Mali qui a vécu une période pareille peut être un bon guide en matière de gestion de crise. Ce qui est le plus important dans cette crise, et c'est qu'aujourd'hui il y a une sorte de vase communicant entre Bamako et Niamey. Donc les relations qui étaient jusqu'ici tendues quand Bazoum était au pouvoir, les relations ont subitement rétabli avec ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir à Niamey. D'un côté, il y a aussi Niamey, c'est aussi le Niger, c'est aussi une forte colonie malienne quand même qui est installée au Niger depuis plus longtemps. Donc tout ce qui touche ce pays touche forcément le Mali et implique une certaine rigueur au niveau du traitement. Oui. Ce qui fait dire déjà que en dehors de cette situation, il y a deux situations, notamment le fait que la CEDEAO s'est liguée contre ce pays. Oui. Et les autorités du Mali n'ont pas vu ça d'un bon œil, d'où en tout cas l'appel pour en tout cas soutenir les autorités nigériennes. Très bien, même question, Abdulkarim Mahamadou. Alors la CEDEAO qui annonce justement aujourd'hui que la réunion des chefs d'état-major aura lieu finalement les 17 et 18 août. Croyez-vous encore, en tant que citoyen nigérien d'abord, au scénario de l'intervention militaire? Mais moi, je suis dubitatif parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO semble être isolée, même par ses principaux soutiens, notamment la communauté internationale, qui aujourd'hui voit d'un mauvais œil une intervention militaire au Niger. Une intervention militaire au Niger aura des conséquences lourdes, des conséquences fâcheuses pour la sous-région. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans la zone des trois frontières, nous faisons face à un véritable terrorisme vraiment qui endeuille les populations du Burkina, du Mali et du Niger. Alors, frapper le Niger, intervenir, c'est affaiblir les forces armées nigériennes parce qu'elles seront concentrées sur cette guerre-là et laisser la porte ouverte aux terroristes qui pourront infiltrer, qui pourront avoir accès même à Niamey. Alors là, ça va être très, très dangereux et les Occidentaux eux-mêmes, aujourd'hui, qui participent à la lutte contre le terrorisme à travers des bases militaires ici, ne seront pas épargnés, c'est-à-dire qu'elles risquent d'avoir vraiment aujourd'hui les terroristes aux portes de l'Occident parce que toute la zone sera infestée, toute la zone sera un sanctuaire des terroristes. Donc, ce n'est pas important. Et d'ailleurs, on a vu les terroristes aujourd'hui qui veulent sanctuariser toute la zone de l'Afrique, notamment de la zone des trois frontières, jusque dans le golfe du Guinée. Aujourd'hui, le Bénin n'est pas épargné. On a souvent des attaques. Le Togo n'est pas épargné. On a souvent des attaques. La Côte d'Ivoire, le Ghana aussi. Et donc, vraiment, mener une guerre contre le Niger dans le but de restaurer. Personne ne veut aujourd'hui un coup d'État. C'est vrai que la démocratie aujourd'hui, elle est enracinée, on peut le dire, ni têter ce coup d'État-là au Niger, mais personne ne veut d'une intervention militaire au risque aujourd'hui de délabrer ce pays-là, au risque d'avoir un autre Libye ici au Sahel notamment. D'autant plus qu'une intervention militaire, et ce n'est pas moi qui le dis, mais plusieurs experts internationaux, ne sert en rien les intérêts du peuple nigérien, si ce n'est les intérêts de certains pays étrangers qui peut-être exploiteraient des richesses naturelles et qui seraient justement menacés par le changement de scénario politique au pays. Mahaman Cissé, le Mali a fait l'objet également, souvenez-vous, il y a 2 ans
de cela, de sanctions économiques contre ce pays-là. Ça a eu des conséquences et des répercussions très graves sur l'économie malienne. Est-ce que des sanctions économiques, on va dire, qui connaîtraient une montée en gamme et qui seraient décidées par la CEDEAO demain, après-demain, au Niger, auraient de nouvelles conséquences sur le Mali? Oui, bon, pour le moment, on ne peut pas dire que c'est de façon directe que ces sanctions auront des conséquences sur l'économie malienne. Et puisque les échanges commerciaux entre le Niger et le Mali a son importance, mais c'est pas comme des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui permettent au Mali d'avoir des débouchés sur la mer. Donc, ce qui est le plus important dans cette crise, c'est la façon dont le Niger va travailler avec les pays d'ouverture comme le Burkina, le Mali, et dans une autre mesure, l'Algérie et autres des pays frontaliers avec le Niger. Mais le plus important aussi, c'est comment est-ce que le peuple nigérien arrive à gérer cette crise, puisque ici, ce qui a affaibli l'ardeur de la CEDEAO au Mali, c'est bien la résilience du peuple malien qui, dans son ensemble, a décidé de faire face à ce qu'on appelle des sanctions illégales, illégitimes et surtout inhumaines. Très bien, merci Mohamed Sissé. Alors, Mahamadou Abdul Karim, laissez-moi vous lire une toute petite déclaration de la ministre allemande du Développement, Svenja Schulze, qui était en visite aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Le coup d'État au Niger est un revers qui aggrave encore les défis complexes du développement dans le pays et au Sahel. Alors l'Allemagne qui a pris position contre une intervention militaire, tout comme l'Italie. D'ailleurs, comment expliquer la position de Berlin qui est au contraire à celle de la France, par exemple? Mais écoutez, l'Allemagne est un partenaire privilégié et stratégique pour le Niger. L'Allemagne, dans les différents domaines de coopération, intervient notamment dans la bonne gouvernance, la décentralisation, l'agriculture, la santé alimentaire, l'éducation notamment et la santé de la reproduction. En plus, l'Allemagne, il faut le dire, depuis 2018, aide le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers l'opération Gazelle, notamment à Tilia. Tilia, c'est situé dans la région de Tawa, au nord du pays, donc à la frontière avec le Mali. Là-bas, l'Allemagne, en tout cas à travers sa coopération militaire, forme les forces spéciales basées à Tilia. Donc, c'est vraiment un truc, une sorte de barrière, de barricade contre l'infiltration des terroristes, même si cette zone de Tilia a été plusieurs fois l'objet d'attaques, notamment le camp militaire. Mais avec l'arrivée de l'Allemagne dans cette zone-là, on a vraiment moins d'attaques, moins de incidents. Abdul Karim Mahamadou, certains experts parlent d'une certaine redistribution des cartes, notamment dans le secteur énergétique. Je veux bien parler de l'exploitation de l'uranium au Niger de la part de la France. Si justement les choses venaient à évoluer, Rome et Berlin, en quelque sorte, auraient intérêt à ce que cette configuration change en leur faveur. Quelle est la teneur de ces analyses que certains experts avancent aujourd'hui dans le débat public? C'est tout l'enjeu aujourd'hui des différentes déclarations, des différentes prises de position de l'Occident. Il n'y a pas que Berlin et Rome, il y a les États-Unis aussi. Tout le monde est intéressé aujourd'hui par l'uranium nigérien, et notamment avec cette mine d'Imouraren qui va produire beaucoup plus dans les années à venir. Alors, la France qui pense la chasse gardée aujourd'hui voit d'un mauvais œil, en tout cas, que d'autres viennent profiter de cela. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont réticents, les gens sont dubitatifs, ils sont hésitants par rapport à une intervention militaire
ou pas. Et moi, je suis convaincu, d'ailleurs certains analystes le disent, pour peu qu'aujourd'hui l'agent militaire accepte certaines propositions de ces pays étrangers, notamment dans le cadre de la coopération, leur cède l'uranium, sont prêts à accepter aujourd'hui le fait accompli que voilà, le coup d'État est consommé, il faut aller vers une transition, fût-elle en tout cas la plus courte, sans le président Bazoum. Donc, il risque d'être, permettez-moi le mot, le dindon de la farce. Oui. Oui, Abdulkarim Hamadou, ouvrant à présent le dernier volet de l'échiquier international, et vous venez de me tendre une perche en parlant du président Mohamed Bazoum, dont le CNSP veut, plutôt que le CNSP veut traduire en justice et veut inculper de haute trahison. D'abord, comment la rue à Niamey accueille-t-elle ces déclarations? Bien, les partisans du CNSP, ceux qui supportent le CNSP, pensent que c'est juste et que le président Bazoum doit être traduit, en tout cas poursuivi pour haute trahison, parce que ceux qui mettent entre griffes, entre parenthèses, en tout cas, la perche qu'il détient, c'est que Bazoum avait, il l'a dit lui-même, libéré des chefs terroristes, et pour cela, aujourd'hui, donc, les militaires pensent qu'ils peuvent le traduire devant les juridictions compétentes. En plus, en lui laissant son téléphone avec lui, Bazoum aurait été en tout cas écouté, ces conversations auraient été écoutées et il aurait demandé justement une intervention militaire contre les putschistes et contre le Niger. C'est cela qu'il assimile à de la haute trahison. Voilà, parce que n'ayant pas obtenu la démission du président de la République, c'est de cette manière seulement qu'ils pensent qu'ils peuvent le déchoir. Mais attendons de voir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de juristes se prononcent, chacun y va de son commentaire, de son argument, pour dire que les putschistes eux-mêmes sont passibles aujourd'hui de poursuites judiciaires parce qu'ils ont trahi, c'est une haute trahison en violant la Constitution. La Constitution interdit le coup d'État et qu'ils sont passibles aussi devant des juridictions nationales ou extranationales. Alors, c'est un débat aujourd'hui que les juristes, en tout cas, qu'on soit pro ou contre les putschistes, ils mènent sur la toile. Très bien, Maman Cissé, bien que vous soyez au Mali, j'ai envie de vous poser la même question. Alors, la transition malienne a affiché son soutien aux militaires du CNSP dès les premiers jours du coup d'État. Alors, de quel œil voit-on depuis Bamako les menaces que brandit le CNSP quant à une éventuelle judiciarisation, en quelque sorte, du dossier Mohamed Bazoum, qui se verrait, auquel cas, inculpé de trahison, haute trahison? Alors, sur le plan officiel, pas de réaction sur la question, mais nous, ici, quand même, nous nous intéressons beaucoup à l'actualité nigérienne, on peut estimer que ça fait partie généralement de la technique de négociation pour, et en tout cas, obtenir des garanties de la part de ceux qui, en tout cas, ceux qui aujourd'hui s'opposent à la venue de militaires au pouvoir, et peut-être aussi, en tout cas, rajouter de l'eau dans le moulin de ceux qui pensent que les militaires doivent dégager. Alors, on peut aussi voir de notre pays une nouvelle façon de corser davantage la situation et de dire que oui, au-delà du fait que le coup d'État il y a des éléments concordants qui prouvent que le président Bazoum ne devait pas être à ce niveau. Alors, il faut attendre quelques jours pour voir si toutefois ces militaires qui sont arrivés, mon confrère l'a dit tout à l'heure, qui sont arrivés quand même par les armes et qui sont arrivés dans des conditions clean, donc puissent en tout cas dire ou diligenter une action judiciaire contre un président qui, pour le moment, c'est vrai qu'il a démissionné, il est parti, mais il n'a pas démissionné. Et il a aussi le soutien de la communauté internationale. Très bien. Abdulkarim Hamadou, parlons un tout petit peu maintenant de la vie quotidienne, la vie économique qui se poursuit malgré tout au Niger.
et à l'aune plutôt de sanctions peut-être qui pourraient venir des sanctions plus lourdes de la part de la CEDEAO qui toucherait l'économie nigérienne dans son cœur. Comment arrive-t-on à anticiper justement d'éventuelles sanctions et comment se passe cette vie économique et est-ce que le poids des sanctions déjà prises, par exemple en ce qui concerne la fermeture des frontières, l'on a vu dans un reportage diffusé sur Al24 News toute la détresse des chauffeurs routiers qui passent la frontière entre le Nigeria et le Niger s'accentuer. Comment se passe cette vie économique à l'heure actuelle? Très difficile vraiment pour les populations nigériennes, notamment parce qu'aujourd'hui, les commerçants, les opérateurs économiques qui vendent les marchandises, les céréales, ils détiennent les anciens stocks. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont haussé les prix des denrées alimentaires, des denrées de première nécessité, de première consommation. Quand vous prenez un sac de riz de 25 kilos qui est passé de 10 500 à 14 000, voire 15 000 selon les endroits, c'est insupportable pour les Nigériens moyens. Certaines couches méditants, notamment les contractuels de l'éducation à la date d'aujourd'hui, c'est des pécules qu'ils ont, ils n'ont pas reçu leur salaire. Difficile donc de joindre les deux bouts. Dans les banques, il est impossible de faire de gros retraits. Si vous demandez 100 000 francs, ce n'est pas évident que vous ayez ça. Ou si vous demandez 200 000 francs, vous avez 100 000 francs. Moi, j'ai vu une dame qui m'a dit qu'elle est allée pour toucher son salaire, elle n'a pas pu l'obtenir. Maintenant, elle voulait faire les emplettes pour le stock de vivres de la maison papier, ne sachant pas quand est-ce que cette crise-là va venir. Mais c'est très difficile. Elle n'a pas pu obtenir son salaire. Elle a passé 24 heures à courir derrière la banque pour avoir son salaire, mais elle n'a pas eu la totalité. Vous voyez, c'est le quotidien des Nigériens aujourd'hui. Du sucre à l'huile, en passant par le riz, tout est cher. Et en attendant la CEDEAO, c'est la population locale que la CEDEAO sanctionne et non pas les militaires auteurs du coup d'État. Pourquoi, à votre avis, la CEDEAO fait peser ces menaces sur la population? Ce ne sont pas les militaires. Malheureusement, ce ne sont pas les militaires, c'est les populations qui souffrent. Peut-être qu'en faisant cela, en accentuant ces sanctions-là, en mettant ces sanctions sur le dos des peuples, des pauvres citoyens, on va arriver peut-être à une sorte de levée de bouclier, à une sorte de retour, en tout cas, de la population contre la junte, contre les militaires qui ne pourront pas, en tout cas, satisfaire les besoins des populations. Voilà un peu ce qu'on craint. Parce que vraiment, aujourd'hui, les recettes ont baissé. Les recettes ont baissé, le cordon douanier, ça ne marche pas. Les recettes ont baissé, l'argent ne rentre pas. Donc, les militaires eux-mêmes, aujourd'hui, le trésor est presque vide. Il n'y a pas d'argent. Et les marchés, je vous dis, il est inaccessible. Difficile aujourd'hui d'avoir 3 repas à Niamey. 3 repas à Niamey pour une famille modeste. C'est très difficile. Très bien, merci Abdoulkarim Mahamadou. La situation au Niger que nous allons continuer de suivre naturellement.